Du coup, dans le chat, tu as déjà les premières questions qui arrivent, toujours pertinent. Et je pense que c'est la plus grande question de cet après-midi, c'est qu'est-ce que la séropositivité et qu'est-ce que la sérophobie? Alors, par définition, la séropositivité, tout le monde pense directement justement au VIH quand on dit quelqu'un est séropositif, même si la définition exacte est complètement fausse, car on peut être séropositif à tout et n'importe quoi, puisque être séropositif, c'est le résultat d'une sérologie. Pendant le Covid, on peut faire des examens, par exemple, pour savoir si on est porteur du Covid, et ça peut se passer par une sérologie, et du coup, on est séropositif au Covid. Mais par raccourci, quand on dit quelqu'un est séropositif sans préciser, on va tout de suite penser au VIH, et c'est ce qu'on dit généralement par raccourci. Mais on devrait, en ce qui concerne parler du VIH, pas dire que les gens sont séropositifs, mais que ce sont des PVVIH. Et la définition du mot sérophobie, en deuxième partie, c'est un peu comme toute discrimination, c'est tout changement d'attitude par rapport à cette sérologie, justement, que ce soit positif ou négatif. Sujet que je trouve important, mais que je ne connaissais pas il y a à peine 3 semaines. Et depuis que j'ai compris que ça faisait souffrir des personnes, du coup la sérophobie, et que c'était injuste, ben, je l'ai entré dans mon cadre éthique directement, et je me suis dit, c'est quand même dingue que ça soit pas venu à mon, à moi, en fait. Comment ça se fait que c'est jamais Bah, je venu? peux, je peux te répondre parce que j'ai été toi il y a 5-6 ans environ, j'ai été toi. Une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'est du coup Super Séro. Et j'ai appris non seulement que j'étais sérophobe, je l'ai ressenti comme ça, que j'étais bien un connard, parce que j'avais pas toutes ces informations. Du coup, j'étais entre culpabilité de pas avoir ces informations et étonnement parce que j'ai pas accueilli la nouvelle comme les gens dans le chat. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, waouh, c'est une bonne nouvelle, alors qu'à l'époque, ça faisait déjà 25 ans que c'était vrai, tout ce qui nous apprend aujourd'hui. Et dans le chat, bah, il y avait que de la haine, de la violence face à une bonne nouvelle. Et j'étais sur le cul et je comprenais pas ce qui se passait. Et donc je suis resté plus d'un an à l'écoute et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, il est tout seul, c'est pas normal. Il est tout seul à nous annoncer une bonne nouvelle et à se prendre de la haine, c'est pas normal. Est-ce que tu peux m'aider à choisir un titre? Alors ça doit être un titre qui attire en une phrase maximum, et ça doit être une revendication. Dans ton cas, ça serait plus une revendication, une conviction. Une- Qu'une PVIH ne vous doit rien. Personne vivant avec le VIH ne vous doit rien. je sais ce que ça sous-entend, dans le sens où c'est que ça soit l'information, c'est-à-dire une personne PVIH n'a pas le devoir de vous informer de sa situation médicale. C'est ça, c'est comme. Est-ce que je le formule bien déjà? N'a pas le devoir, tout à fait, c'est très bien formulé. Il a le pouvoir, mais il n'a pas le devoir. Comment les préjugés et la désinformation avaient-ils contribué à la sérophobie? Ouah, c'est une question extrêmement vaste. Les préjugés et la désinformation, elle existe depuis 1996 et elle est complètement systémique. On est à plus de 77% des gens qui ignorent l'existence des ARV, donc des antirétroviraux. Et on a tous des raisons d'ignorer ça, et je m'inclus dedans parce que ça fait pas si longtemps que ça que je me suis déconstruit sur le sujet. De manière systémique, on est passé des années 80 où VIH égale mort à en 96, bah, finalement avoir le VIH c'est anodin. Et c'est un grand écart phénoménal, notamment parce que bah, l'État et les associations ne font pas du tout leur job, c'est-à-dire prévenir des gens, parce que on aurait peur que la morale entende avoir le VIH, c'est pas grave, vous pouvez y aller, alors que c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est d'arrêter d'invisibiliser les porteurs et d'arrêter d'avoir peur de quelque chose qui n'est plus censé tuer, quoi. Il y a des rumeurs qui ont la peau dure, mais comment ça se fait que depuis le temps,
Je veux dire, des rumeurs, logiquement, ça se démonte assez facilement, mais c'est rentré dans un sorte Voilà. d'inconscient collectif. Les rumeurs sont pas si faciles que ça à démonter parce que, par exemple, on a Jean-Marie Le Pen qui, pendant les années SIDA, voulait ouvrir des sidatoriums pour enfermer les sidaïques parce qu'ils contaminaient via la salive et la sueur, c'était ses mots. Et du coup, ces rumeurs ont toujours la dent dure. Il y a des gens qui sont persuadés que, attention, parce que le mot sidaïque est très 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 mal vu que c'est une invention de l'extrême droite et que ça rapporte à des mauvais souvenirs. Du coup, il y a toujours des gens qui disent que les sidaïques sont porteurs et contaminateurs via la sueur, et encore en 2025. Tu crois qu'une personne porteuse du VIH ne doit rien? Autrement dit, qu'elle a pas d'obligation particulière envers les autres du fait de sa séropositivité. Donc si je résume ta conviction, du coup, c'est que vivre avec le VIH ne crée pas de dette morale. On n'attend pas d'une personne séropositive qu'elle fasse ou dise quelque chose à cause de son statut. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, parce que ça serait sous-entendre qu'il a fauté et qu'il aurait une dette envers la société, ce qui est complètement aberrant. C'est dire qu'il devrait, malgré les ARV, malgré le fait que les personnes les plus safe sur Terre en ce qui concerne la contamination, c'est les gens sous ARV, malgré tout ça, dire qu'ils ont un devoir, c'est dire qu'ils ont fauté. Il n'y a pas de dette à rembourser à la société. C'est l'absence de devoir moral, quoi. C'est ça, C'est c'est ça. ça plus qu'une absence d'obligation sociale. Les deux, il n'y a aucune obligation sociale, il y a aucune, il y a un tas de gens qui vivent avec une différence et qui ont la jouissance de même pas y penser. Quelqu'un qui vit avec une prothèse, pardon, parce qu'il a fait un accident de moto, il y a des gens qui seront capables de lui dire bah tu devrais aller faire de la prévention routière. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que l'accident de moto, même si tu ne connais pas son histoire, tu vas juger que c'est lui qui roulait trop vite, qu'il est responsable de son accident, que la société lui a payé une prothèse, donc il devrait une dette à la société. Non, il a le droit de vivre malgré cet accident, sans penser à son accident tous les jours, sans qu'on lui mette une charge mentale de quoi que ce soit. Il a le droit à la même considération que n'importe qui, même s'il n'en a jamais fait de moto. Considérer qu'une personne vivant avec le VIH doit quelque chose, que ce soit d'en parler, d'éduquer, même de justifier, ça revient à lui attribuer une faute morale et une dette symbolique. Comme si elle était responsable de son état ou devait réparer quelque chose. Et je crois que j'ai bien compris ce que tu as dit du coup, parce que j'arrive à faire une réitération à peu près juste, j'ai l'impression. D'ailleurs, tu fais un parallèle fort avec d'autres formes d'injonction sociale, comme celle aux femmes d'éduquer les hommes ou aux personnes handicapées d'inspirer ou de prévenir. Pour toi, ces attentes-là, elles sont injustes parce que elles reposent sur une idée implicite de culpabilité, comment dire, de réparation. C'est ça? Au-delà de ça, l'image que j'ai, c'est la première fois que j'utilise cette image du motard, hein. C'est pour ça que je vais rebondir dessus. L'image du motard, elle a aussi une symbolique qui me gêne énormément parce qu'on va pouvoir des fois l'instrumentaliser, montrer quelqu'un pour lui dire ne ressemblez surtout pas à ça, ne faites pas ces erreurs, et je trouve ça hyper malsain. Alors bien entendu, il y a des gens qui vont volontairement le faire. Il y a des gens qui vont volontairement le faire, c'est-à-dire voilà mes erreurs, ne le faites pas. Mais demandez aux gens, même quand ils ont fait des erreurs, même s'il a conduit trop vite, de faire en sorte que les gens ne leur ressemblent pas, c'est hyper malsain, je trouve ça hyper violent. Demande d'imaginer une société où les personnes porteuses de VIH n'auraient vraiment aucune attente sociale autour de leur statut. À quoi ça ressemblerait concrètement selon toi?
une allégorie avec beaucoup de coming out, mais par exemple avec l'homosexualité, qui me concerne pleinement du coup, dans un vrai monde où il y aurait pas de discrimination, dire je suis gay comme dire je suis séropo, il y aurait aucune réaction. Comme dire je suis hétéro. D'ailleurs, si la seule réaction qu'il y aurait vraiment dans un monde où il n'y aurait pas de discrimination, quelqu'un viendrait me voir en disant je suis hétéro, pourquoi tu me dis ça? Et ça devrait être vrai pour toute différence entre guillemets. Quand il y a besoin d'un coming out, c'est à cause de la société, c'est pas à cause de la personne concernée par cette différence. Il y aurait, dans un monde idéal, le coming out serait pas dans le dictionnaire. Le mot coming out n'existerait pas. Et du coup, dans un monde idéal, bah, les séropos, avec les ARV, si on n'avait jamais connu les années SIDA, n'aurait même pas besoin bah, de le dire. Comme on n'a pas besoin de dire bah, j'ai eu l'appendicite. T'exprimes quelque chose de ultra fort. Dans ta vision, en gros, une société vraiment juste, ce serait celle où les différences ne produisent plus d'attente, ni de Tout à fait. curiosité, ni de réaction particulière, où au final, ça serait juste la norme, quoi. Le fait d'être... Oui, il y aurait pas il y aurait pas de hors norme parce que tout est logique. Je veux dire, même quand tu es responsable même si tu es vraiment responsable de ta différence, je ne pense pas que ça soit jugeable et condamnable quand ça n'implique que toi. On ne dit pas, par exemple, Et que dans, j'ai eu une appendicite, tu as donné l'exemple, et tu sembles pointer que ce n'est pas la différence elle-même qui crée la mise à distance, mais c'est le regard social qui exige de la personne. c'est des a priori. Jamais personne au monde ne s'est inquiété de savoir si j'ai été opéré de l'appendicite. Mais on m'a déjà posé plusieurs fois la question, même pour un plan cul, de savoir si mes bilans, alors qu'il y avait capote, si mes bilans IST étaient à jour. Hmm. Fais ce qu'il faut pour toi et n'attends pas que je sois impeccable parce qu'on ne se connaît pas. Quand tu dis que c'est hyper malsain, tu as utilisé ces termes, qu'on montre quelqu'un pour dire ne fais pas comme lui, tu penses que le problème il vient surtout de l'intention morale, c'est-à-dire de culpabiliser, de juger, ou plutôt de l'effet J'ai symbolique? l'impression que, bah, j'ai l'impression que on infantilise vachement les gens, de dire ne roule pas à 230 sur l'autoroute, c'est évident. Aller chercher quelqu'un qui l'a pas écouté pour dire voyez, j'avais raison, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est putaclic? Hmm. Les gens qui ont envie de voir un estropié, je trouve ça bizarre. J'ai pas besoin, moi, de voir un estropié pour savoir que c'est dangereux. On me l'a expliqué, j'ai pas besoin de le voir. En gros, tu opposes les deux attitudes, celle du voyeurisme et du jugement, si j'ai bien compris. Mais je D'un les côté, associe, je les associe même. Le jugement, le voyeurisme, c'est un mélange. Et on peut être voyeur sans s'en rendre compte, on peut être jugeant sans s'en rendre compte. Mais une fois qu'on a compris que tout ce qu'on a en nous, tous nos biais qu'on a en nous, ça va forcément être contre-productif, ça va être mauvais conseiller, ça va faire des victimes. Combien de fois j'ai tenu des propos misogynes et je me suis confondu en excuses quand on m'a expliqué que c'était pas du tout cohérent ce que je faisais, ni avec mes idées, ni avec ma façon de faire. Et je suis coupable de quelque chose, je m'excuse de cette attitude et je fais tout pour pas le recommencer. Et j'ai du mal avec les gens qui essayent de déformer la réalité pour que ça colle avec leur vision des choses. Du coup, une fois qu'on a compris qu'un porteur du VIH ne représente pas un problème dans la société, car ce sont les seuls qui brisent les chaînes de transmission, parce qu'on ne l'a pas encore dit, ce sont les seuls qui brisent les chaînes de transmission grâce aux ARV, c'est-à-dire que c'est les seules personnes avec qui vous ne risquez pas d'avoir le VIH, et finalement on leur donne des ordres, on leur dit comment faire, même quand on est d'accord avec cette réalité, quand on la nie pas, on leur dit quoi faire, comment faire, et ce qu'ils doivent faire moralement, alors qu'on n'a pas compris les enjeux, il y a un truc qui va pas dans la logique, il y a un truc qui va pas dans leur raisonnement.
À ton avis, qu'est-ce qu'on gagnerait vraiment si on cessait de juger ceux qu'on considère responsables de leurs différences? Faut se poser la question, pourquoi je juge? Pour me sentir généralement, on juge pour se sentir au-deçà de ce qui s'est passé. J'ai jamais grillé un stop, moi, donc je vais le juger, lui, il a grillé un stop. C'est faux. On fait tous des erreurs, et moi le premier. Il s'est fait écraser, ouais, mais il a traversé au rouge. Oui, mais on l'a tous fait, traverser au rouge. C'est pas parce on a la chance de ne pas avoir l'accident qu'on a le droit de juger celui qui a l'accident. Et vraiment le jugement, j'ai vraiment l'impression que c'est pour se sentir mieux. C'est comme ces gens qui vont se moquer quand ils ont un savoir que l'autre n'a pas. C'est pour se sentir plus intéressant, au lieu de dire voilà, je pense que j'ai un savoir que tu n'as pas, je te le donne. On va rabaisser, ah, tu sais pas ça, ah, t'as pas honte de toi. Il y a toujours, il y a toujours une compétition entre les humains, j'ai l'impression, qui est malsaine, que ça soit via le jugement, via l'étalage de ton savoir, on a envie de briller plus que l'autre, et c'est pénible, c'est vraiment pénible. Si le jugement sert souvent à se sentir supérieur, comme tu le dis, qu'est-ce qui, selon toi, permettrait de rompre ce réflexe? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui aiderait vraiment les gens à regarder les autres et leurs erreurs, parfois, autrement? L'empathie, enfin, moi je suis hypersensible, donc c'est peut-être parce que j'ai grandi avec, mais l'empathie, euh, quand je vois mon voisin en difficulté, même si je l'aime pas, réellement, je suis peut-être naïf, mais c'est pour moi, c'est ce qui sauvera le monde. T'as beau de détester quelqu'un, il est en difficulté, euh, peu importe, il a fait des erreurs, peut-être qu'il a mérité ce qui lui arrive, mais quand tu le vois au fond du trou, quel intérêt il y a à essayer de dire je te l'avais dit, quel intérêt il y a à essayer de lui enfoncer la tête dans la merde? Je veux dire, moi j'ai des gens qui me détestent, et Super Zero ça lui est arrivé aussi, et qui demain vont venir frapper à ma porte en me disant bah voilà, je viens d'apprendre que je suis porteur du VIH, mais je l'aiderai. Je l'aiderai. C'est pas parce que tu m'as insulté pendant 5 ans sur mes lives que je vais pas te dire comment ça va se passer. On sera peut-être pas les meilleurs amis du monde parce que je suis un être humain aussi, mais c'est pas pour autant que je vais pas te dire où aller. C'est pas pour autant que je vais pas t'expliquer comment ça va se passer pour toi pour la suite. Et c'est pas pour autant que je vais me foutre de ta gueule. Parce que ce qui t'arrive là, c'est pas juste. Même si t'as été horrible avec moi, c'est pas juste ce qui t'arrive là. Tu l'as pas cherché. Je vais pas dire tu l'as mérité. Pour toi, est-ce que l'empathie, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entraîner? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acquérir au final? Je pense qu'on a tous de l'empathie, mais qu'elle est. J'adore le film Vice Versa. Pour moi, dans ma tête, ça se passe comme dans Vice Versa. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont honte de leur empathie. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui entendent plus la colère que l'empathie. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui préfèrent écouter leur timidité que l'empathie. Et c'est mon cas. IRL, je ne ferai jamais ces exercices parce que je suis jugé d'asocial, et à juste titre. Par exemple, mon copain, bon, qui connaît mon travail forcément sur les réseaux sociaux, m'a demandé de le faire auprès d'une amie à elle en réel, quoi, un jour off. J'étais très mal à l'aise parce qu'il n'y a pas la même distance que sur les réseaux sociaux, et du coup là j'ai entendu ma peur. J'ai pas entendu mon empathie ni le besoin de la dame, j'ai entendu ma peur à ce moment-là, et j'ai juste bafouillé quelques trucs, et j'ai bâclé le truc parce que j'avais pas envie. Je vais te demander de résumer. Donc quand tu dis que l'empathie sauverait le monde, tu penses qu'elle doit être apprise du coup? Ou qu'elle est déjà naturelle mais qu'on l'oublie? Et je pense que c'est ça ta réponse. Mais je voudrais que tu reformules en Je une pense, phrase. je pense que faut écouter l'enfant qui est en nous. Je me dis souvent pour prendre des décisions, est-ce que le moi, quand j'avais 12 13 ans, il serait d'accord avec ça? Et ça m'aide à faire des choix souvent. Je suis pas sûr que le moi, justement, du passé m'aimerait tant que ça. Et ça m'aide à rectifier les tirs, parce que forcément, je suis arrogant, forcément, je suis prétentieux, et j'essaye de me servir aussi
de ses défauts pour en faire quelque chose de positif, mais je le vois très bien que je suis arrogant et prétentieux. Mais ouais, j'essaye vraiment de garder cette âme d'enfant, parce que finalement, quand on est naïf, euh, bah c'est bien, parce que les gens naïfs, ils visent l'utopie, et Mmh. personne ne devrait viser la dystopie. Quand tu dis que tu demandes à ton moi de 12-13 ans, ce qu'il en penserait, qu'est-ce qu'il te répond le plus souvent? Il t'encourage, il te calme, il te remet en question? Je pense qu'il est flippé. Attends, c'est émotion, là, ça va venir. Je pense qu'il est flippé parce qu'il se rend compte que c'est pas si simple. Parce qu'il se rend compte que euh, sa différence, elle est jugeable. Et il comprend pas pourquoi. Je suis ému aussi, ça se voit peut-être pas de la même manière, mais merci de partager tout ça avec moi et avec d'autant. Je suis à l'aise avec mes sentiments, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. J'ai plus peur de pleurer. J'instrumentalise aussi cette hypersensibilité pour montrer que ouais, c'est pas grave hein, de pleurer, que ça fait partie du game. Je dirais même que c'est un step-up, personnellement. En tout cas, genre, ça fait parfois du bien, et même c'est ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est un bon vecteur communicationnel d'empathie, je trouve. Quand tu dis quelque chose de profondément humain, genre presque déchirant, ton toi d'avant, celui que tu consultes comme une boussole, eh ben, tu sens qu'il aurait peur, non pas de, ce, de ce que tu es devenu, mais du monde dans lequel Mhm. il te voit évoluer. Qu'être différent s'accompagne d'un regard social parfois dur, parfois injuste, et, il, il comprendrait pas pourquoi la bienveillance qu'il tenait pour acquise n'est pas la norme. Et ça, je l'entends, je le vois, je le ressens complètement et ça me parle. Et toi, aujourd'hui, tu sembles marcher avec deux pôles. Ton enfant intérieur naïf, idéaliste, empathique, et ton adulte qui est lucide, conscient des jugements, des rapports de pouvoir, de la dureté du monde au final. Tu nies pas tes défauts, tu sembles même t'en servir comme carburant, et je trouve ça inspirant. Comme si tu disais, ok, j'ai de l'arrogance, mais je peux la mettre au service d'une cause juste. Euh, En Ouais. fait, on dirait que tu cherches à réconcilier ton idéalisme avec ta lucidité, ton utopie, avec le réel, au final. Est-ce que j'ai compris? Mais t'as tout à fait raison, et c'est très plaisant vraiment de... non, non, t'as tout à fait raison, et les gens qui ne m'aiment pas, je vais les instrumentaliser avec mon arrogance pour les envoyer chier, et proprement en plus, pour essayer qu'ils prennent un peu la violence qu'ils sont en train de me mettre dans la gueule. C'est-à-dire que je fais des lives, je prends des insultes, je prends des menaces de mort en direct, en même temps que eux me disent ouais mais tu parles mal, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Si on est 5 à peu près en France, là où dans les pays anglo-saxons il y a autant de tutos make-up que de tutos sérophobie, si en France on est que 5, c'est pas sans raison, c'est parce que vous êtes hyper violent. L'objectif premier aujourd'hui en ce qui concerne la sérophobie en 2025 en France, bah, c'est de montrer qu'elle existe. Et si pour ça je fais des frustrés, j'en ai rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Une question un peu inverse à la logique que j'ai l'impression que tu vois dans ton enfant intérieur. Si ton toi de 12-13 ans te voyait aujourd'hui, malgré sa peur du monde, qu'est-ce qu'il trouverait de beau et de rassurant en toi, tu crois? Vu que je suis passé d'extraverti à introverti, je pense qu'il serait, en toute sincérité, plutôt épaté du fait que je puisse discuter, par exemple, avec toi, sans trop bégayer, sans trop rougir,
à une époque où j'étais incapable de demander au charcutier du jambon au torchon parce que je trouvais le mot ridicule, par exemple. Je pense qu'il serait assez épaté de mon éloquence, mais je lui dirais clairement bah, que c'est de la poudre aux yeux parce que je suis hyper mal à l'aise et que tout ça c'est un jeu. Il me dirait merci de ne pas avoir écouté les adultes, d'avoir tout fait pour faire ce qu'il avait, ce que lui a envie. Je pense qu'il serait terrifié de voir ce que je fais sur les réseaux sociaux, parce que de se prendre des DM de menaces de mort, ça fait jamais plaisir. Je pense qu'il me demanderait peut-être de lever le pied, mais qu'il comprendrait que je ne lèverai jamais le pied. La justice m'insupporte, c'est-à-dire que je suis capable de ne pas parler, mais si je vois de l'injustice, je me sens incapable de ne pas réagir. Et ouais, je pense que c'est mon gamin intérieur qui me force à faire ça. Les personnes vivant avec le VIH ne doivent rien, ni dette, ni rôle d'exemple, ni justification, et t'expliques très bien pourquoi. C'est-à-dire que la stigmatisation sert à se sentir supérieur, à instrumentaliser les personnes, et ça produit une violence, au final, une violence sociale que tu combats par l'empathie et l'action. Pour rappel, tu fais des lives, tu soutiens, tu fais de la visibilité pour la cause, et tu tiens aussi à préserver ta sincérité, ton moi enfant. Je fais ça tout en reconnaissant tes défauts et la nécessité au final d'être efficace dans la lutte contre la sérophobie. En clair, genre tu parles bien de l'absence d'obligations sociales et morales imposées aux personnes vivant avec le VIH. Et à ça, j'ai une question. Parmi toutes ces raisons que tu as données, donc le refus de la culpabilisation, le rejet de l'instrumentalisation, l'appel à l'empathie, je crois, la lutte contre la sérophobie, la dignité individuelle, etc., etc., laquelle est pour toi la raison numéro un qui explique pourquoi il ne faut pas dire qu'une personne porteuse de VIH doit quelque chose? Donc, la raison numéro un, c'est qu'elle mérite, en vrai, elle mérite des remerciements, pas des contraintes. Vous avez fait le job, vous vous êtes dépisté, et vous avez surmonté le diagnostic, parce qu'on a beau dire le VIH, oui, médicalement c'est anodin, mais c'est pas facile à vivre l'annonce, c'est pas facile à vivre le regard de la société, même quand t'es caché, parce que t'entends tout le temps des propos, ne serait-ce que dans les chansons, dans les blagues, qui parlent de sidaïque, je te touche pas avec un bâton, tu ressembles à un sidaïque, des choses comme ça. Euh, Même si les gens sont pas outés, ils le subissent ça. Là, donc c'est complètement faux, c'est complètement injuste. Et vraiment dire qu'ils ont un devoir alors que c'est la société qui a un devoir en réalité, un devoir de reconnaissance envers les gens qui ont fait le taf, qui ont été se faire dépister. C'est eux qui ont un devoir. Donc on n'a rien du tout à leur imposer. Exprime genre un renversement très fort et très juste de, de- dans sa logique de morale. C'est ça qui est contre-intuitif. Ouais. Parce que ça va être intuitif de se dire je veux pas avoir le VIH, personne n'a envie d'avoir le VIH. Je veux pas avoir le VIH, donc je vais éviter les gens qui ont le VIH. C'est logique, ça paraît logique. Et c'est contre-intuitif de dire non, t'as tort. Non, t'as tort, t'es dans l'erreur. Et si tu as 5 minutes, je t'explique pourquoi t'as tort. Mais les gens ont beaucoup de mal à dire ouais, j'avais tort. Et c'est là que l'orgueil fait des ravages. C'est là qu'on a peur de passer pour un idiot. Si demain la société exprimait cette reconnaissance comme tu l'imagines, c'est-à-dire pas de contraintes, mais des vrais remerciements, euh, à quoi ça ressemblerait concrètement et qu'est-ce qui te ferait dire là, on reconnaît leur valeur? Ça serait quoi le Bah, déclic? À quoi je ça pense que le ressemblerait? déclic, ça serait que, c'est que les associations et l'État commencent à dire la vérité. Que les associations comme Aide, qui ont comparé les porteurs du VIH, alors que les ARV existaient, hein, donc c'était pas pendant les années SIDA, qui ont comparé les porteurs du VIH à des araignées, des scorpions ou aux fureurs, bah déjà, reconnaissent qu'ils avaient tort. Je demande même pas qu'ils s'excusent, ils ont trop d'orgueil pour ça.
mais qui reconnaissent que c'était une mauvaise stratégie, parce que les ARV existaient et que c'était eux c'est eux qui brisent les chaînes de transmission. Qu'on reconnaisse que dire que c'est pas tout de ne pas être un connard, il faut aussi ne pas avoir le sida pour être apprécié en société, que c'est hyper malaisant comme campagne de sensibilisation, que de vraiment montrer le sidaïque, je mets des guillemets, en disant ne lui ressemblez pas, c'est pas une façon de faire, parce que tout le monde serait outré sur une autre différence. Tu ferais ça en 2025 en exposant une personne racisée, en exposant un homosexuel, tout le monde s'indigne. Mais quand on expose une PVVIH, on trouve ça normal. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu as mis en lumière un paradoxe humain que je trouve personnellement ultra fascinant et douloureux à la fois, hein. Ce qui paraît logique, c'est-à-dire éviter le VIH, donc éviter les personnes séropositives, c'est en réalité une logique de peur et pas de raison. Et tu vois très bien comment cette peur s'entretient. C'est-à-dire qu'il y a l'orgueil, la honte d'avoir eu tort, la difficulté à dire merci, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Euh, et tu sembles croire, mais dis-moi si j'ai tort, hein, mais tu sembles croire que si on arrivait à normaliser l'idée qu'apprendre, c'est se tromper, alors les gens cesseraient de défendre leurs préjugés comme des boucliers d'ego, au final. Est-ce que j'ai compris un peu ce que tu voulais dire? Ouais, je pense que tu as bien saisi l'idée, parce que voilà, quand tu sais pas écrire à 6 ans, à 5 6 ans, on va pas se moquer de toi, on va t'apprendre à écrire. Pourquoi quand on est adulte, on devrait tout savoir? Pourquoi quand on est adulte, on n'a plus le droit à l'erreur? Bah, c'est peut-être la société qui nous a éduqués comme ça aussi. Que pour être adulé, il faut être le meilleur, il faut être compétitif, il faut pas reconnaître ses erreurs, c'est un truc hyper masculiniste. Au fond, si je devais résumer en gros ce que tu défends, euh, c'est plutôt simple. C'est que la vérité n'humilie personne, elle libère, et l'orgueil, lui, par contre, il fait des ravages. Et j'ai cru comprendre ça, hein. Dis-moi juste oui ou non, si ça. Ouais, non, c'est plutôt juste. Alors, je sais pas si ça peut être multifactoriel, hein. Il y a pas que, il y a pas, ouais, si, ça ressemble beaucoup à l'orgueil. J'aime bien mon orgueil, c'est pour ça que j'essaie un peu de défendre l'orgueil aussi. Mais, ouais, oui, si, c'est ça. Là. Tu peux pas m'apprendre quelque chose. Je suis plus vieux que toi, je suis plus intelligent que toi. On m'a appris ça. Ça fait 30 ans qu'on m'a appris ça, donc ça peut être que vrai. Sans oublier que la science évolue. Et j'ai envie de dire, même si demain on savait soigner le VIH définitivement, les gens seraient toujours sérophobes. Il faudrait prévenir que tu as été contaminé au VIH tant que les nouvelles générations seront pas à notre place aujourd'hui. La nouvelle génération qui n'a plus peur parce qu'il n'a pas été traumatisé par l'année-sida ne sera pas les darons de 40 50 ans d'aujourd'hui. Il faudra quand même prévenir, même si le VIH devient une IST tout à fait banale, il faudra quand même prévenir tellement on est traumatisé, on nous a appris que le sidaïque était jugeable. J'aime bien l'idée faut plus se taire même en tant qu'allié, c'est-à-dire que quand on peut se le permettre, bien sûr, hein, n'allez pas vous mettre en danger, mais quand on entend un propos misogyne, faut arrêter de fermer les yeux. Quand on entend un propos raciste, faut arrêter de fermer les yeux. Même quand on n'est pas concerné par un sujet, il faut arrêter de le banaliser parce que c'est insupportable. Tu proposes une sorte d'empathie active, pas molle, ni complaisante. C'est une empathie qui protège les personnes, mais qui ose confronter les idées toxiques sans haine, quoi. Et c'est pour moi une des meilleures postures militantes que j'ai entendues depuis très longtemps. Merci pour tout ça. Et je trouve ça très inspirant. J'ai pas le droit de dire c'est pas juste si je me tais. Si c'est pas juste, eh ben dis-le. Complètement. Le but c'est de dormir le soir. Dormir en disant ouais, t'as fait ce qu'il fallait. C'est pas parce qu'on vise la lune qu'on n'a pas conscience qu'on l'atteindra pas, hein. On vise la lune et on verra bien où on atterrit. Hmm. Tu veux plus
te taire. Parce que te taire, c'est revivre 40 ans de contraintes, de peur, de honte, qui sont au final intériorisées. Et aujourd'hui, tu refuses que ton empathie soit un alibi pour tout supporter sans rien dire. Euh, et je trouve ça très fort. Et c'est encore un beau message que j'espère qui dépassera ce live et qui feront des petits un peu partout. C'est vraiment ça. Tu, tu veux, tu veux être capable de dire c'est pas juste, en fait, simplement. Juste non. Je suis pas en accord avec ce qui se fait, ce qui se dit par la norme sociale ou quoi que ce soit. Pas parce que Et tu attention, crois que tu vas changer les gens, mais parce que te taire, ce serait contribuer à l'injustice elle-même. Si j'ai bien compris, ou- hein. oui, dans l'idée, mais attention, parce que je vois Thierry qui fait un commentaire très pertinent. Dans l'idée, faut pas oublier aussi que c'est un privilège. Ça va dépendre du sujet, ça va dépendre de l'énergie, ça va dépendre du caractère, et ça va dépendre aussi de nos privilèges. Moi, je sais très bien que ma réflexion en famille ne va pas me coûter cher. Elle va juste coûter quelqu'un qui fait la gueule peut-être tout le reste de la soirée. Quelqu'un qui va se faire frapper si jamais il ose le ton, jamais je dirais qu'il a participé euh, au problème. Moi, j'ai ce privilège-là d'avoir des parents aimants, d'avoir une famille qui va peut-être s'indigner quand moi je vais réagir, mais qui va pas me tourner le dos. Et il faut être conscient de ses privilèges, il faut être conscient de ses défauts, il faut être conscient de ses privilèges, il faut être conscient de plein de choses. Mais, euh, mais bien évidemment que quelqu'un qui n'a ni les mots, ni la force, ni la connaissance, il n'a pas les mêmes armes que moi sur certains sujets. Et j'ai pas les mêmes armes qu'une femme pour, par exemple, pour parler féminisme, et c'est normal. J'ai pas, quand il y a un propos misogyne, j'ai pas mon mot à dire à une femme qui s'est tue et moi qui ai pris la parole. Par exemple, ça serait très malvenu de ma part. Donc il faut, et c'est un petit peu l'impression que j'ai. Des fois, c'est fatigant. Il faut concilier le tout. Ouais, jamais condamner tout en condamnant. C'est ouais, c'est un équilibre précaire hein, de tout ce qui nous entoure et il faut jamais devenir ce qu'on condamne non plus et c'est la barrière est fine des fois. Hmm. J'avais justement une question par rapport à ça. Quand tu dis que ça fait du mal de se taire, est-ce que cette douleur, tu la ressens plutôt comme une culpabilité de ne pas avoir parlé ou comme une tristesse de voir que ton silence ne change rien? Mais si tu fais le bilan de ta vie, j'ai beaucoup de regrets hein, sur mon silence, sur mon homosexualité, sur mon autisme, quand je me rendais compte que finalement j'étais différent, etc. J'ai beaucoup de regrets, mais je vais pas me flageller, quoi. Hmm. La première fois qu'un homme m'a tenu en public dans ses bras, j'étais terrifié et je me suis figé. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi j'ai peur? Bah parce que en fait, je me suis rendu compte que j'ai vécu de la violence avec une absence totale de visibilité sur une normalité de mon homosexualité. Et j'ai ressenti de la culpabilité d'avoir peur. Et c'est pas normal, alors que c'est moi la victime. J'ai l'impression que tu fais de ton vécu, donc le VIH, l'homosexualité, l'autisme, le regard social, non pas un fardeau, mais une sorte de moteur de lucidité. Et tu sembles avoir vraiment transformé des blessures en forme d'intelligence et aussi en une forme de vigilance éthique. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est cette vigilance éthique, c'est-à-dire de refuser l'injustice, de la banalisation, le silence, etc. Et pourtant, tu sembles souvent épuisé par le poids de cette lucidité. Qu'est-ce que,
Qu'est-ce que tu fais pour te reposer émotionnellement, sans te sentir coupable, d'arrêter de lutter, même si c'est juste pour un seul instant? Alors, je sais pas, je pense que je m'entoure bien. Je m'entoure peu, mais je m'entoure bien et ça, c'est un gage très précieux. Les gens que je reconnais ici, c'est des gens que j'adore. Mais c'est précieux d'avoir des ressources ou des gens qui te disent, «Oui Tony, tu pas fou», qui te disent, «Oui je vois, oui tu raison, oui je te soutiens» et quand tu sais que c'est pas juste des paroles en l'air, quand tu vois la sincérité derrière ça, ça donne de l'énergie. Alors, ouais, des fois tu fais un break, des fois tu fais moins de vidéos, des fois tu fais pas de live, des fois tu dis juste je vais respirer, et quand tu vois que quand tu as envie de tout arrêter, il y a des gens qui s'inquiètent pour toi et qui seront derrière toi et qui te disent à quel point c'est important, tu dis ouais, ouais, vraiment, la fatigue elle disparaît. J'ai un gros avantage par exemple, c'est que même quand je suis malade physiquement, quand j'ai vraiment des symptômes, ce qui arrive assez rarement, au bout de 48 heures grand maximum, bah ça va. Je suis très fragile, mais en même temps je guéris très vite. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi à l'intérieur. Je suis très fragile, mais j'ai tellement grandi avec ça que je guéris très vite. Et j'ai pris l'habitude. J'ai pris l'habitude d'être fatigué, mais d'être motivé. C'est cette fragilité, assumée, genre presque, apprivoisée, qui au final, et c'est peut-être le but, final de ma vie, c'est d'en faire une force. On est exposé, le fait de faire des vidéos, les gens se sentent l'obligation de jouer le jeu de la critique, même s'ils n'ont aucune capacité. Je fais ok, tu veux me critiquer, je te donne la liste de mes défauts. J'ai appris à vivre avec, Mmh. j'ai appris à... Je suis dyslexique, je suis nul en histoire, j'ai aucune culture musicale, je suis autiste. Vas-y, attaque, attaque. Qu'est-ce de Mathilde Chante qui est géniale pour ceux qui la connaissent. Qu'est-ce que tu crois faire qu'on ne m'a jamais déjà fait? Quand tu dis que tu guéris très vite, tu crois que c'est surtout parce que tu as appris à te connaître ou à te comprendre, à te parler, Je, à je pense que j'ai surtout appris à comprendre les autres. Par exemple, dans le militantisme, des gens qui étaient alliés, il y a des gens à qui je me suis confié sur comme j'ai fait avec toi au début, sur le pourquoi j'en étais là, ou des gens avec qui j'ai encore dit bien plus, qui m'ont extrêmement déçu. Il y a des gens qui m'apprennent des choses et que j'ai tendance à mettre les gens sur des piédestals très rapidement. Et ça, c'est un truc que je travaille pour d'arrêter de faire, que l'humain n'est qu'un humain. Il faut arrêter de glorifier, même s'il passe sur TikTok, même s'il passe à la télé, etc. Que tout le monde peut te décevoir un jour ou l'autre. Et j'ai appris à comprendre aussi que c'est une erreur de faire ça. J'ai appris aussi à comprendre que les gens sont imparfaits, que toi t'es pas impeccable. Quand je dis toi, c'est à moi que je parle, hein. Que toi t'es pas impeccable, donc tu peux pas attendre la même chose sur ton sujet de la part des autres. Des gens, oui, qui sont impeccables sur le racisme, qui font semblant de te soutenir et que d'un coup, d'un seul, deviennent extrêmement sérophobes parce qu'ils sont pas d'accord avec telle ou telle opinion qui n'ont rien à voir. Je te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas parce que t'es pas d'accord sur une opinion que t'as le droit de changer de tenue. Et puis tu dis, voilà, bah, c'est un humain. C'est un humain que t'as trop glorifié. Et c'est ça qui fait mal. C'est vraiment les alliés. Autant la sérophobie, les gens qui t'attaquent de front, tu sais où tu vas. Tu sais comment réagir. Mais quand c'est des alliés, des gens que t'aimes qui te blessent, c'est plus long à cicatriser. Mais par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure mon ex pour qui j'ai pris contact. euh,
j'ai toutes les raisons du monde, et il est même d'accord avec moi de lui en vouloir et de le conchier, mais qu'est-ce que c'est chiant! Qu'est-ce que c'est chiant de détester les gens! Qu'est-ce que c'est pénible! Qu'est-ce que c'est un truc très bête. Les rares fois où je rêve de lui, c'est soit ça se passe bien dans mon rêve, et du coup je me réveille et je culpabilise, parce que ça s'est bien passé, soit j'ai vécu une nuit d'enfer parce que je me suis engueulé virtuellement dans ma tête avec lui toute la nuit. Qu'est-ce que c'est chiant! Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir pris contact avec lui et d'avoir mis les choses au clair en disant voilà, t'as été un connard, mais c'est pas grave, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est putain d'agréable d'être sans rancœur avec qui que ce soit. Et c'est vraiment un truc que je m'auto-satisfais de réussir à faire, quoi. J'ai appris à regarder l'humain et à voir que c'est un sacré cirque et que, de toute façon, le film est lancé et à nous de faire en sorte qu'il se passe bien pour nous, quoi. C'est un peu égoïste, hein, aussi, de se dire que je pardonne pour ne pas souffrir. C'est une façon très égoïste d'exister, hein, de se dire, ouais, ok, j'ai le droit de le haïr. Même lui, il le dit que j'ai le droit de le haïr. Mais en vrai, ça me fait chier. Donc c'est hyper égoïste, mais non, je vais pas te haïr. T'as une maturité émotionnelle ultra rare. C'est celle de quelqu'un qui ne cherche plus à être au-dessus des autres, mais simplement en paix avec son humanité au final. Et tu sens vraiment avoir compris un truc, et je vais essayer de m'en inspirer pour le futur, c'est que pardonner, c'est pas excuser. C'est Ça, cesser c'est vrai. de se brûler soi-même avec la colère. Et c'est pas un acte de grandeur morale, c'est presque un acte d'hygiène intérieure. En tout cas, comment tu l'exprimes. Et tu reconnais aussi que cette paix a un côté égoïste, mais un égoïsme sain. Et ça, encore une fois, c'est un truc que je devrais apprendre vraiment à faire, à ne pas être extrême dans mon jugement sur l'égoïsme. Parce que celui de préserver ton équilibre, cet égoïsme-là, je le trouve souhaitable. Quand tu dis que le film est lancé et qu'il faut faire en sorte qu'il se passe bien pour toi, à quoi ressemble pour toi une belle scène de ce film? Une belle scène, euh, c'est les à côté, c'est pas, c'est des échecs qui vont apporter quelque chose. Là, on s'en prend plein la gueule avec certaines associations. Moi, je suis sûr qu'il va y avoir du beau derrière ça. C'est derrière le stress de mettre un truc en place, la concrétisation de ce truc qui se met en place. Euh, c'est euh, c'est les rencontres, c'est les gens qui passent par là, là comme Blins Mhm. et Tutu Kenti. Je vais pas dire tous les noms parce que je vais en oublier, je vais vexer les gens. Tout ça, c'est des belles scènes. C'est vraiment pour la sérophobie, hein. Et tant pis si je vexe les autres militants. En France, c'est tellement nouveau. La belle scène, c'est se dire tu fais partie de quelque chose qui n'existe pas encore. Il y a 5 ans, il y avait que Super Zero, et tant pis, j'ai me flatter. J'étais le deuxième derrière Super Zero à commencer à faire des lives sur le sujet, même s'il avait déjà énormément de soutien, même si je l'ai rencontré au tout début, qui se lançait sur TikTok. Je me dis ouais, ça c'est une belle scène et c'est ma fierté personnelle d'avoir participé à quelque chose qui n'existe pas encore. Comme le racisme est jugeable aujourd'hui, la sérophobie sera jugeable demain. Et c'est pas le cas aujourd'hui, mais j'aurais participé à ça, même si je le vois pas de mon vivant. Et ça, c'est une belle scène. Je voulais finir sur une belle scène. J'espère que tu apprécieras le geste. Quand tu penses à tout ce chemin, des silences au live, des blessures à cette fierté tranquille, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi dans ce film? Ah, c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, là, je vais chialer. Je me suis posé cette question il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'on a enterré quelqu'un de cher à notre cœur il n'y a pas longtemps. Et même dans cette épreuve, on a eu du sale. On a eu du sale. Et on a dû justifier du fait qu'on parle de notre ami qui vient de partir. Et j'ai fait une vidéo en disant ouais, je suis égoïste. Moi, quand je partirai,
je veux que les gens qui m'aiment me fassent cette vidéo-là qu'on a faite, c'est-à-dire qu'est-ce que je vous ai apporté dans votre vie? Et ça serait pas m'instrumentaliser de le faire comme on nous l'a reproché, d'instrumentaliser notre ami parti alors qu'on l'a fait avec l'accord de sa famille, bien entendu. Et je me suis posé cette question-là il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire que si demain je pars, ouais, j'espère que ça va chialer dans les chaumières et qu'il y aura des petites séquences émotions pour dire ouais, Anthony il m'a apporté ci, il m'a apporté ça. Et, euh, et c'est peut-être prétentieux, égoïste, mais ouais, j'espère. Je veux pas d'enfant, je veux pas laisser d'héritage. Mais mon héritage à moi, c'est ce que je laisse sur qui je suis et c'est ça l'immortalité à mes yeux, c'est euh, mes morts, je leur rends hommage pas en allant au cimetière parce que je ne suis pas croyant, mais je les rends hommage en pensant à eux à chaque fois que je fais quelque chose qu'ils m'ont appris. Et j'ai envie d'être immortel comme ça en imaginant que les gens pensent à moi quand ils font quelque chose que je leur ai appris, quoi. Merci encore pour ton honnêteté, pour le partage que tu nous as offert cet après-midi. Je suis très reconnaissant